Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Bonjour à toutes et tous. Déjà, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous là tout de suite? Pas trop... Ah, épuisé, ouais, j'aime bien les gens honnêtes. Ça va, on va pas se dire ça va alors que ça va pas. On est fatigué, on est sorti. On est le combien là? Ah, on est 13 octobre, il était long le mois de septembre, non? Merci de me répondre, vous êtes un bon public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, on les prendra. Uniquement s'ils ont envie d'y répondre, puisque moi je n'ai pas les réponses. Vous êtes ici dans la salle, donc je vais voir si vous êtes bien au bon endroit pour répondre à la question suivante, comment percer dans les médias? C'est ça, hein? J'ai cru que c'était non. Ceux qui viennent pour la ménopause, c'est pas là, hein. C'est pas le bon forum. Bon, alors, on va répondre à la question suivante. Comment percer dans les médias? Et vous avez de la chance aujourd'hui, puisque ces 3 experts vont vous donner des clés concrètes. Vous repartirez ici avec de bons bullet points à appliquer dès que vous serez chez vous, que vous aurez passé cette porte. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on peut encore se démarquer aujourd'hui? C'est une question rhétorique. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de marques qui sont déjà installées, et aussi beaucoup d'influenceurs, mais surtout, on ne sait plus par où commencer. On est d'accord? Et oui, sinon vous ne serez pas là. Alors, pour ce faire, je vais vous présenter les 3 experts qui vont vous répondre aujourd'hui, à qui vous pourrez poser vos questions. Ici, on est dans une salle sympa, donc on peut se tutoyer. Il n'y a pas de madame, la dame et tout ça. On parle entre nous. OK? OK? Je ne vais pas faire la relou, genre, on est ensemble, entendez? OK. Non, mais c'est très pénible ça. Bon, alors on va tout de suite, je vais vous les présenter. Déjà, merci de gérer ce côté technique, faut oublier personne et il y a d'autres personnes là-bas. Allez, je vais vous présenter. Alors aujourd'hui, on peut applaudir, comme ça on se réveille un petit peu. Sandra Sisley qui est avec nous aujourd'hui. Sandra qui est fondatrice de l'agence de communication Sandra & Co, agence de conseil spécialisée en relations presse publique, événementiel et médias. Quelle présentation, mon Dieu, c'est exactement ça. Bonjour à tous, bonjour. Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vous voit? Alors moi, c'est comme vous voulez. Voilà, comme ça, je te la réponse. Voilà. Non, alors Sandra, tu vas nous dire concrètement comment mettre en avant son projet et façonner son storytelling. Ouais. Alors, quelle question. Déjà. Mais là, c'était présentation. Mais... Ah, ok, d'accord. Donc c'est pas tout de suite. Dommage. Ça démarre. Lancé, moi. Ça arrive dans 2 secondes. À côté, on peut également applaudir Niel Bemra, qui est Chief Operating Officer du média C'est qui la bosse, qui est un média et une communauté qui met en lumière les entrepreneuses, mais aussi les initiatives inspirantes. Alors, Niel, on peut se tutoyer? Oui, j'ai pas de micro, mais on peut. Oui. D'accord, on va se tutoyer. Alors, tu connais parfaitement les logiques de rédaction et ici, tu vas nous dire comment capter l'attention d'une rédaction. Et enfin, on peut applaudir également Thomas Kaski, qui est fondateur de l'agence Format, expert en communication stratégique. C'est une agence qui accompagne entreprises et dirigeants dans leur communication, à la fois médias traditionnels et nouveaux formats. Et je peux te tutoyer également, tu vas nous dire comment bâtir une présence cohérente et durable. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Sandra, je sens que tu veux parler. Tu commences à imposer dans l'espace public, tu travailles avec énormément de marques. Et j'ai envie de te demander comment est-ce que tu fais pour créer un bon storytelling pour tes clients? Par quoi est-ce que tu commences? Alors déjà, pour créer un bon storytelling, moi j'ai une agence de communication et d'événementiel. Donc lorsque les marques viennent me voir, c'est très souvent qu'elles sont en errance de communication. Elles savent pas trop par quel bout prendre la com. Elles savent pas si ça doit commencer par leurs réseaux sociaux à elles, si ça doit commencer par sortir et faire des rencontres. Elles ont besoin, en fait, les marques ont besoin qu'on crée des ponts. Donc mon agence intervient à plusieurs niveaux. On intervient sur la presse, sur les relations publiques et aussi sur l'événementiel. L'événementiel étant un moment pendant lequel on peut faire de la communication à travers un événement. En gros, vous avez une marque, vous voulez qu'on parle de cette marque, on va créer un événement, ça va être dans un restaurant, dans un hôtel, dans un lieu dédié. On va inviter les personnes que vous souhaitez voir à cet événement et on va faire en sorte de créer du lien. Parce que la communication, c'est d'abord créer du lien. Donc ça paraît un peu abstrait comme ça, surtout à l'époque des réseaux sociaux, où le lien, on l'a beaucoup en scrollant et où ce circuit de récompense toutes les 15 secondes est activé. Mais la communication, c'est d'abord des gens et une histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on se différencie quand on a un produit? C'est ce qu'on raconte. Quel est le storytelling? Donc moi, ce que je dis toujours aux gens qui viennent me voir, c'est: d'accord, j'ai compris, vous avez un très beau pull, vous avez un très bel hôtel, ou vous faites les meilleurs smoothies de France, mais qu'est-ce qui vous démarque? Quel est le storytelling? En gros, comment est-ce que votre histoire va, c'est de plus en plus fort, votre histoire va parler aux médias ou aux gens prescripteurs, puisqu'on s'adresse à des cibles de journalistes qui sont inondés
de communiqués de presse et de nouveautés ou de produits révolutionnaires. Donc, il faut se démarquer. Donc, la première chose, j'écoute beaucoup ce qu'on me demande. Donc, il y a des gens qui vont avoir des volontés d'exister sur les réseaux sociaux, des gens qui vont avoir des volontés plus presse papier, plus classique. Et donc, nous, notre rôle de communicant, on est un peu les Spider-Man du truc, c'est-à-dire qu'on tisse des toiles entre le produit et le consommateur ou le journaliste. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rallier des berges qui communiquent pas forcément. Donc en faisant ça, on explique à la marque comment bien parler aux journalistes ou aux clients, et on éduque aussi les clients en leur expliquant ce que la marque est. Donc on est des ponts ou des fils, des Spider-Man. Souvent on est dans l'ombre. Il se trouve que moi j'ai en plus dans mon agence un petit truc en plus par rapport à mes concurrents, ou en moins parfois selon la vidéo. J'ai une page Instagram sur laquelle j'aime beaucoup communiquer, qui me sert en fait un peu de tremplin et de levier pour parler de mes marques, mais aussi de ma vie. Donc la communication pour chacun qui lance sa marque ou même qui a envie de communiquer pour soi, il y a le storytelling et essayer un maximum d'être authentique. Alors parfois c'est difficile. Moi je sais que cette authenticité me coûte parce qu'il y a beaucoup de gens que j'agace, mais je les agace pour les bonnes raisons. Je les agace parce que c'est moi, donc c'est ok. Donc l'authenticité c'est quelque chose dans le lien direct qu'il ne faut jamais oublier. Je pense que c'est une valeur pas forcément facile à porter parce que parfois on n'aime pas forcément ce qu'on est pour de vrai. On a l'habitude de s'inventer sur les réseaux sociaux, de se filtrer dans tous les sens du terme. Dans la vraie vie, je pense qu'on y gagne toujours sur la durée à être soi. Donc, c'est marrant, je viens d'écouter un podcast avant de te rejoindre qui disait l'authenticité ça a un prix, mais ça s'évalue jamais à l'instant T, ça aurait des répercussions plus mais tard. C'est pas moi qui ai fait ce podcast. Non, c'était pas toi. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu parles du storytelling et ça me fait penser parce que sachez que j'ai fouiné les réseaux sociaux de Thomas et récemment tu as fait un post sur LinkedIn où tu as écrit, je te cite, la première chose qu'un investisseur, un recruteur, un prospect ou un journaliste fait avant de vous rencontrer, il tape votre nom sur Google. Là, tu parlais du personal branding. C'est dans la lignée du storytelling ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce que dit Sandra est très juste, c'est que le storytelling d'abord est très important parce que on peut avoir un super produit, s'il n'y a pas le récit derrière, c'est difficile de se distinguer de la concurrence. On peut avoir un produit moyen, mais le storytelling peut faire la différence. Il faut toujours mieux d'avoir un bon produit. Moi, je fais pas de produit, je fais plutôt du corporate. Et dans le corporate, effectivement, la trace qu'on laisse sur les réseaux sociaux et globalement sur Google, maintenant ChatGPT, elle est extrêmement importante dans la perception que les uns et les autres vont avoir de vous. Et donc cette trace-là, il faut la travailler. Et elle se travaille de deux manières, et je pense qu'on est là pour en parler. La première, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est le canal le plus simple pour commencer à parler de soi sans qu'il y ait un intermédiaire qui décide ou non s'il a envie de vous couvrir. Et le deuxième, c'est les médias. Évidemment, quand vous tapez le nom de quelqu'un, s'il a un LinkedIn puissant où vous voyez que des gens importants commandent ses posts, s'il a un Instagram, c'est ton cas, qui fonctionne, qui marche, qui est suivi par des personnalités, par des grandes marques et que c'est par des journalistes, eh bien ça fonctionne. Et s'il y a un article de vous ou de votre entreprise dans les Échos, dans Challenge, dans le Figaro ou dans les cibles qui vous intéressent, évidemment que ça crédibilisera l'ensemble de votre discours. Donc effectivement, ce premier réflexe que toute personne a avant de vous rencontrer dans un truc de business, hein, sinon c'est sur Tinder, mais c'est pas, voilà, on n'est pas là pour ça. Et bien c'est la trace. Et c'est vrai que 80% des investisseurs vont s'intéresser d'abord à l'entrepreneur ou l'entrepreneuse que vous êtes avant de penser au projet. Donc si vous avez cette capacité d'être fort dans les médias ou d'être fort sur les réseaux sociaux, ça va participer d'un bon rendez-vous en perspective ou d'un bon a priori que vous allez créer. À contrario, si vous n'avez pas d'existence du tout, ce sera plus difficile. Donc ça, c'est à travailler dès maintenant et dès le début de votre projet, vos réseaux sociaux et les médias, parce que ça vous suivra et cette bonne trace laissée peut être game changer dans le fait d'aller conclure des rendez-vous ou de convaincre des investisseurs ou de convaincre des prospects ou de convaincre un journaliste de vous couvrir.
bien engagé sur la fin de la réponse. Comment C'est vrai qu'en fait, taper sur la table, c'est toujours plus impactant. On peut dire n'importe quoi, mais quand on tape, ça va. La question que j'allais te poser, c'est comment... Parce que là, on parle de l'importance du personal branding, c'est OK, c'est acté. Comment on fait concrètement pour créer un bon personal branding ? Du coup, on en a c'est vrai que si on parle des réseaux sociaux, peut-être on parlera après des médias et de la manière de convaincre un journaliste. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, on consomme tous à peu près 6 à 7 réseaux sociaux. Donc c'est énorme. Et donc, il faut savoir déjà, première question à laquelle il faut répondre, c'est quel réseau je vais prioriser, parce qu'on peut pas tous les faire. Peut-être que dans tes métiers, ce sera Instagram. Peut-être que dans les miens, ce sera LinkedIn. Peut-être que pour vous, ce sera Facebook parce que vous visez, Pinterest parce que vous êtes dans la décoration. Donc déjà, décider des réseaux sociaux prioritaires, je pense que c'est la première chose à faire parce qu'on peut pas tous les mener. Par ailleurs, parfois il y a l'émergence de réseaux. TikTok, par exemple, il y a 2 ans, si vous aviez pris le pas de TikTok, peut-être que vous auriez aujourd'hui beaucoup d'abonnés parce qu'il y avait peu de marques au début. Donc, quand il y a un réseau qui se lance, ça peut être pas mal de se dire, tiens, j'ai peut-être perdu un peu de temps à me mettre sur LinkedIn, je vais connecter sur TikTok. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, LinkedIn est quand même un très bon canal qui sert autant tes métiers que les miens. Et donc, moi, a priori, si on devait être très concret et donner des conseils concrets, je dirais que LinkedIn est prioritaire, Instagram est prioritaire, et après, selon votre produit, peut-être un 3e réseau, mais vous ne pourrez pas tout faire, et donc il faut travailler ça. Pardon, la deuxième chose, avant, c'est l'incarnation. Je pense qu'une des raisons de ton succès ou du succès de C'est qui la bosse, c'est que vous incarnez, ces médias sont incarnés, soit par les gens qui participent, soit par la personnalité. L'incarnation aujourd'hui, elle est très importante. Les vidéos qui sont incarnées sont de plus en plus vues. Ne serait-ce que de faire de la vidéo, c'est un point important de votre stratégie parce que 70% des contenus qui sont consommés sur les réseaux sociaux sont de la vidéo. Donc, incarnation, authenticité et priorisation. Oui, et dans je rebondis sur ce que vous dites, Thomas. Tu peux me tutoyer. Non, ce qui est aussi très important, et c'est des questions que vous devez vous poser, c'est à qui vous parlez. Je sais que connaître sa cible et son audience, c'est très important. On ne s'exprime pas de la même manière quand on parle à un journaliste du L ou sur son Instagram, ou alors, et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais sur son Tinder. Ça peut paraître une évidence, mais identifier la cible à laquelle vous parlez, c'est la base de tout succès d'une vidéo ou d'un message. Donc, savoir qu'est-ce que vous racontez et à qui vous le racontez, c'est extrêmement important. Après, c'est pas une science exacte. Il y a aussi l'algorithme qui fait le travail, parfois pour vous, parfois contre vous. Il reste quand même des zones, parfois, un peu mystérieuses. On va faire une vidéo, puis tout à coup, elle va faire 3 millions, alors que vous la trouvez nulle, et que vous êtes vraiment pris la tête pour la monter. Et puis, parfois, une trend postée au bon moment, à propos, elle va pas forcément fonctionner. Donc, les règles sont aussi muées par les secrets de l'algorithme. Mais voilà, c'était ma petite précision sur la cible. Et ce qui me fait penser, Niel, toi, tu es au cœur des rédactions. Quel type de contenu, quel angle fonctionne aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question ? En réalité, ils sont très forts, les deux. Ils ont déjà répondu à beaucoup de choses. En vrai, c'est exactement ce que disait Thomas tout à l'heure. C'est-à-dire que pour le personal branding ou pour son entreprise LinkedIn, moi, ça me paraît... c'est indispensable. Juste un truc, parce que là, on dit tout ça, mais moi, je veux casser un peu ce truc de on peut tous réussir seul, sans argent. On peut, mais moi, aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Et je pense qu'il faut bien s'accompagner et qu'il faut des experts qui connaissent comment est-ce qu'on s'en sort sur LinkedIn, comment est-ce qu'on se différencie sur LinkedIn, parce que comme on le disait, il y a aussi des algorithmes dans tout ça. Évidemment, on parlait de la vidéo tout à l'heure, la vidéo, c'est partout, en fait, sur toutes les plateformes. Mais je trouve ça vachement dur, parce qu'en vrai, quand on se lance et qu'on est free, c'est pas facile de faire des vidéos. Et il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'énergie, qui perdent beaucoup de temps à essayer de faire la bonne vidéo. Mais c'est un métier. Et ben, ça peut décourager, je pense. Alors que si on arrive, quand on se lance au bon moment et qu'on a un budget avec un expert, avec une boîte comme ils ont, ben, ça va nous guider, ça va nous accompagner. Et si on n'est pas à l'aise avec l'incarnation,
Il y a plusieurs possibilités. On peut avoir des personnes autour de nous qui peuvent le faire pour nous. Moi, la deuxième boîte que j'ai montée dans ma vie, celle qui l'a fait, c'est ma petite sœur, et elle l'a très bien fait. Voilà, j'avais pas de budget. Donc typiquement, je sais de quoi je parle. Et sinon, il y a la curation. Vous êtes sur des plateformes qui sont ouvertes. Par exemple, sur Instagram, vous pouvez très bien aller sur des pages qui sont ouvertes. Alors c'est bien de demander l'autorisation, mais vraiment la chose obligatoire, c'est de taguer la personne qui a vraiment publié cette vidéo. Et vous pouvez faire ça, vous pouvez les repost plutôt que de perdre votre énergie et votre temps. Mais vraiment, la vidéo, c'est indispensable sur toutes les plateformes aujourd'hui. Donc, comme disaient avant Sandra et Thomas, ça dépend de votre cible, évidemment. LinkedIn, personal branding, indispensable. Insta, évidemment. Et après, s'il y a de la billetterie, TikTok, ça devient intéressant aussi. Puis c'est assez viral, mais pareil. En fait, chaque plateforme, c'est une stratégie différente. Donc nous, typiquement, sur le média C'est qui la bosse, on a un format. Typiquement, on va poster des carousels sur Instagram. On va pas le faire sur Facebook parce que l'algo, il aime pas ça. On va juste poster une image. Donc on a adapté notre carrousel à Facebook avec juste une image. Le contenu qu'on poste sur LinkedIn, c'est pas le même que sur Insta. Sur TikTok, c'est d'autres types de vidéos un peu plus qui marchent bien sur TikTok. C'est la partie éducation, par exemple, qui marche très bien. Donc, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Je pense que voilà, il faut pas se lancer sans s'y connaître. Faut avoir un accompagnement et le budget sur la partie ads, surtout si vous vendez des produits. Des services, c'est encore autre chose. Mais si vous avez du e-commerce, franchement, moi, je déconseille, si on n'a pas de budget ads, de se lancer. Sinon, faut vraiment, je sais pas, j'ai l'exemple de la mascotte de Duolingo, quoi. Faut vraiment avoir un truc qui sort du lot et qui va vraiment surprendre les gens. Et voilà, la dernière chose par la surprise, c'est si vous postez quelque chose, mais que vous-même, vous n'avez pas d'émotion en le lisant, postez-le pas. C'est vraiment, et je pense que d'ailleurs, toi aussi, tu pumpes beaucoup parce que tu dégages beaucoup d'émotions. Voilà, elle nous fait quand même beaucoup, beaucoup rire. Et ça crée quelque chose et ça donne envie d'interagir. Sans interaction, c'est compliqué de créer une communauté. Donc, et de la tenir. Donc voilà, j'ai dit plein de choses. Oui, mais très intéressant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'édito pur. En gros, moi, au contraire, je pense que à l'heure des algorithmes, tu le disais tout à l'heure, vous avez une chance aujourd'hui, c'est que même si vous avez 1000 abonnés, vous pouvez réussir sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que depuis 3 ans, c'est plus les contenus de votre communauté qu'on vous pousse en majorité, toujours un peu, mais plus en majorité, c'est les contenus qui sont susceptibles de vous intéresser, les fameux pour toi sur TikTok, puisque dès que vous arrivez sur TikTok, le premier truc que vous voyez, c'est des contenus qui pourraient vous intéresser, pas forcément des contenus auxquels vous êtes abonné. Et c'est la même mécanique pour Reels aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte-là, vous pouvez tout à fait percer sur les réseaux sociaux sans avoir un truc de malade, sans avoir une communauté de malades. Par contre, il faut avoir effectivement un édito très puissant. Tu donnais l'exemple de ta petite sœur tout à l'heure. Je prends l'exemple de ma femme. Elle crée du contenu sur TikTok et elle a fait une vidéo. Elle a 3000 abonnés. Elle a fait une vidéo il y a une semaine sur les migraines. Elle a fait 1 million de vues parce qu'elle a parlé des migraines. Et elle a été contactée par des médias qui veulent parler de ce sujet avec elle. Vous voyez qu'avec très peu d'abonnés, on peut réussir si on a un édito très fort. Alors évidemment, là on parle des migraines, c'est pas en lien avec un business, donc c'est plus difficile de relier ça à son business. Mais ça veut dire que les cartes sont un peu rebattues, ce qui est plutôt un espoir pour les gens qui sont ici et pour moi. C'est que quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, on peut très vite percer. Alors, je pense que ça, c'est surtout vrai sur TikTok, parce que pour être, je sais pas si vous avez l'expérience des deux réseaux, mais sur Instagram, c'est beaucoup moins évident. Je sais que l'algorithme vient de changer, mais sur Instagram, mon propos s'illustre vraiment. C'est-à-dire que sur Instagram, normalement, vous connaissez à peu près votre audience et c'est compliqué de faire des scores out of the blue. Tu vois, comme ta femme qui a mal à la tête. Non, mais c'est sur Instagram, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que
moi j'ai 52 ans et je suis pas du tout de la génération vidéo. C'est pas évident comme tous les mômes. Nos enfants en fait, ils font ça comme manger quoi. Donc ça demande un effort, mais cet effort il est payant. Si vous vous y penchez, nous on lisait des bouquins, on faisait des vraies rédactions. Donc ça c'est largement à notre portée. C'est juste que c'est pas intuitif. Quand je dis nous, c'est les 40, 50 quoi. J'en vois quelques-unes dans la salle. Oui, bon, vous les faites pas, c'est dégueulasse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas exclu de ce jeu-là à cause de notre âge. C'est contre nature, parce que nous ne sommes pas nés avec un smartphone dans les mains, mais c'est largement à notre portée. Une fois qu'on s'y intéresse et surtout qu'on s'autorise. Parce que on est une génération qui on se sent pas forcément légitime sur des terrains de jeu digitaux, parce que nous, on s'engueulait pour de vrai avec les gens et pas à coups de commentaires. Non mais c'est vrai. Mais il y a de la place pour les gens qui débutent sur les réseaux sociaux et qui peuvent être des débutants de 35 ou 40 ans. Il faut prendre un petit peu de temps pour le faire. Il y a une chose sur laquelle je voudrais vous alerter, c'est que ces réseaux sociaux-là sont faits pour nous garder. En fait, ils sont faits pour garder notre attention, pour nous maintenir sur le feed. En gros, pour actionner notre circuit de récompense de plus en plus souvent. Donc, il est important pour avoir des exemples de vidéos à produire ou des contenus de communication, il est important que vous vous y promeniez et que vous alliez vous y informer. C'est-à-dire que vous regardez ce qui se fait. Vous aimez bien une artiste ou une chanteuse ou une créatrice de contenu. Vous allez voir ce qu'elle fait. Mais timez-vous. Vous vous donnez par exemple 1 heure ou 1 heure et demie et vous ne restez pas plus longtemps parce que c'est du vécu, sous couvert d'aller regarder ce qui se fait chez ma pote Véronique Aloubry ou autre sans citer de nom. Bon il est 14h, je me retourne, il est 18h. Donc là j'ai perdu mon temps parce que je me suis laissé embarquer par l'algorithme qui est fait pour ça. Parce que plus vous restez longtemps, plus eux, ils sont contents, ils font des ronds. Donc il faut que ça reste informatif et ne pas se laisser happer par les réseaux sociaux qui sont évidemment beaucoup plus faciles d'accès qu'un bouquin ou un documentaire sur Arte. On va pas se mentir. Mais l'idée, c'est quand même d'en faire quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Donc c'est très chronophage. Timez-vous quand vous êtes dans des périodes où vous recherchez des exemples de com'. Voilà, c'est mon petit conseil de 52. Voilà. Comprends qu'on note. J'ai une question pour toi, Niel. Que penses-tu du podcast en 2025 ? Et j'aurais une autre question après pour toi, Thomas. C'est quelle différence il existe en fait entre les médias traditionnels et les nouveaux formats ? Qui veut commencer ? Tu vas ? Ouais, je vais y aller parce que pour moi c'est assez easy de répondre à cette question. J'ai eu une discussion il y a 2 semaines parce que en fait c'est qui la bosse, je sais pas si vous le savez, c'est le groupe DC Company. On a 4 médias dont celui que j'adore qui est Logographie. Peut-être que certains connaissent ici, extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. Her Story, anciennement Les Éclaireuses, et Combini. Donc j'ai eu une discussion avec Robin de chez Combini qui est celui qui gère notamment Small Talk. Si certains ne connaissent pas, pareil, allez faire un petit tour, c'est génial. Donc bref, il gère la chaîne YouTube, etc. Et on a discuté un peu du podcast. Et le résultat, et je pense que vous vous en doutez même vous-même, tout le monde lance son podcast en fait. C'est vraiment... on avait fait un apéro débat il y a 1 mois, je crois qu'il y a 4 ou 5 nanas qui nous ont dit « je suis en train de lancer mon podcast » et à chaque fois qu'on fait une soirée, c'est ça. Bon, comment est-ce que les personnes vont se différencier avec tous ces podcasts qui sont en ligne ? Comment est-ce qu'on se différencie ? Moi, je pense que c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, et comme on vous disait, il faut pas perdre son temps, il faut se focus sur ce qui va le mieux. Donc, c'est-à-dire, moi, mes clients, c'est LinkedIn. Je vais sur LinkedIn. Quand j'aurai bien fait pumper LinkedIn, j'irai sur Instagram, par exemple. C'est pareil, le podcast, vous vous rendez pas compte le temps que ça va vous prendre. VS, comment vous allez aller chercher les écoutes ? Donc, en vrai, Romain, il m'a dit, en fait, ton podcast, t'as pas une phrase pour l'expliquer. Une phrase courte qui m'explique vraiment c'est quoi le truc original chez toi et une star pour la présenter. Une personnalité publique qu'on va reconnaître, il ne marchera pas. Donc, vraiment, et je parlais tout à l'heure de faites attention, etc. C'est bien aussi de se faire accompagner au début, vraiment, je le répète, par des experts, parce qu'on peut vite se perdre dans tout ça. Et vraiment, même si vous allez aller essayer de pumper sur une plateforme, il faut faire de l'hybride. Vous avez déjà plein de formats à travailler toutes les semaines, de la vidéo, du carrousel, du post classique, etc. Ça prend déjà beaucoup de temps. Donc,
je pense que il faut faire attention quand on est freelance à pas tomber dans ce truc où en fait t'as plus de temps. Tu sais, t'es un peu en mode travailleur, tu sais, indépendant, mais qui s'en sort jamais, qui a la tête. Moi, je vois un peu le truc comme ça, qui arrive pas à gérer, quoi, qui a un programme tellement fort que en fait il vit plus, et au bout d'un moment burn-out, et en vrai on lâche l'affaire. Donc en vrai, je pense qu'il faut faire attention à ça. Il faut essayer de justement pas s'éparpiller, de pas être partout, de bien cibler, de continuer à avoir une vie sociale, de continuer à avoir des pauses, de continuer à avoir sa famille. En fait, ça c'est un truc qui est méga important, parce que sinon en vrai vous allez vous éparpiller sur tous les réseaux sociaux et tout, et comment percer dans les médias, ben en vrai juste un moment vous allez parce que évidemment, comment percer dans les médias, il faut que vous ayez soit un produit, soit un service qui ait une valeur ajoutée. Et en plus de cette valeur ajoutée, il faut que vous ayez une manière de le raconter, comme disait Sandra, un storytelling qui est aussi une valeur ajoutée. Donc concentrez-vous sur ça, et surtout allez chercher des clients. Parce que même au début, si vous n'avez pas, et c'est par ce premier canal que vous allez trouver vos premiers clients, là vous allez pouvoir faire du chiffre d'affaires. Vous allez être beaucoup plus tranquille. Vous allez commencer à faire des bénéfices que vous allez pouvoir investir vers des experts qui sont faits pour ça, et là, ça va pumper. Vous pourrez soit embaucher, soit continuer à externaliser. Pourquoi pas? Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, et je valide, et de toute façon on est face à une très très grande pro des médias, mais pour ajouter un peu à ce que tu dis, quand on choisit ses combats, en gros quand on fait quelque chose de la communication qu'on sait gérer, on arrive à être régulier. Et la régularité, c'est aussi ultra important sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si pendant une semaine, vous postez tous les jours des trucs, délire, et puis que vous disparaissez 2 jours, les algorithmes sont sans pitié, vous disparaissez des radars. Donc il vaut mieux faire des choses peut-être moins ambitieuses, mais régulières, qui sont à votre portée, qui vous génèrent pas un stress ou une charge mentale énorme, qui sont à votre portée, et que vous pouvez régulièrement poster. Ça va vous assurer en fait un début d'audience, et tu me diras si je me trompe, mais l'algorithme aime ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut vous fidéliser, il veut que vous soyez là tout le temps. Il n'aime pas l'inconstance. Donc de ce que tu dis, effectivement, découle une régularité si on choisit ses combats. C'est un peu comme dans l'éducation, on va choisir son combat, on peut pas être partout. L'habillement de nos enfants, comment ils parlent, leurs copains, qu'est-ce qu'ils mangent, où ils dorment, et à un moment donné, on réduit le spectre, ou alors on devient fou. Oui, se cadrer, c'est important. Je vais vous demander de faire des réponses un peu plus courtes, parce que j'aimerais prendre des questions-réponses. Thomas, qu'est-ce qui te différencie ? Non, c'était pas du tout contre toi, Sandra. Si, non, pas du tout. Non, mais qu'est-ce qui différencie les médias traditionnels des nouveaux formats ? Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est ce qui vous permet de gagner en notoriété, parce que vous pouvez vous faire connaître à travers les réseaux sociaux. Les médias, c'est ce qui participe de votre crédibilité. C'est pas la même chose. N'importe qui peut poster sur les réseaux sociaux, c'est très bien, et ça va vous faire connaître. Pas n'importe qui peut réussir à intéresser les médias et à rentrer dans des logiques d'articles, de presse, de ce que Sandra et moi on fait au quotidien pour des clients. Un exemple pour ça, c'est Mathias Bacchino, peut-être que vous connaissez, qui est le patron de Trade Republic en France, et qui a créé énormément de contenu sur les réseaux sociaux et qui est devenu une référence. Mathias, il est venu nous voir il y a 4 ans en nous disant je deviens patron France de Trade Republic et je veux faire en sorte qu'on parle de Trade Republic dans les médias. Sauf qu'on lui a dit une fintech qui se lance en France, ça intéresse pas beaucoup de gens, et donc qu'est-ce que tu as à raconter qui peut intéresser les médias ? Et il est devenu en France l'expert de l'épargne des Français. Il a aujourd'hui 130 000 abonnés sur Instagram. Et il est rentré dans un tel truc où les médias aujourd'hui sont intéressés non seulement par ce qu'il raconte, mais par ses communautés sur les réseaux sociaux, parce que les médias traditionnels ont aussi intérêt à gagner des abonnés sur les réseaux sociaux et donc à s'associer à des influenceurs, entre guillemets. Tout ça pour dire que les médias, et peut-être qu'on va revenir sur comment percer dans les médias, c'est votre crédibilité. Donc les deux, il faut marcher sur 2 jambes, les deux fonctionnent. Et c'est un canal qu'il faut travailler, qui est beaucoup plus difficile peut-être à travailler, mais qui est extrêmement important, notamment si vous voulez lever des fonds, si vous voulez intéresser des prospects. C'est ce qui a fait le succès de Justine Hutto Respire, c'est ce qui a fait le succès du slip français peut-être, de Mathias Bacchino et de plein d'autres.
Donc pour toi, c'est une erreur que de mettre de côté les médias traditionnels. Pour toi, il faut faire les deux. Il continue enfin, je veux dire, ça continue d'influencer. Encore une fois, vous tapez sur Google le nom de quelqu'un, les premiers trucs qui arrivent, c'est les articles de presse qui parlent de lui ou de sa marque. Donc ça continue de fonctionner. Et par ailleurs, les médias traditionnels sont loin d'être morts. Je regardais un classement des réseaux sociaux de médias les plus regardés. Dans le classement, dans le top 5, il y a Le Parisien, Le Monde et France Info. Donc ça montre que même les médias traditionnels aujourd'hui rentrent dans des logiques digitales. Et par ailleurs, les journalistes sont très présents sur LinkedIn, vous suivent, regardent si vous avez des points de vue intéressants et vous contactent en conséquence. Et puis les médias traditionnels, contrairement aux réseaux sociaux, en fait, la grosse différence, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire que sur le online, vous pouvez interagir dans la minute, si vous avez envie, sur un sujet, pour présenter une nouveauté, etc. C'est génial, mais le média traditionnel classique, il va plus faire du fond, et comme tu le dis, je te rejoins, et on le voit avec nos clients, il va crédibiliser la marque. Mais ça, c'est vraiment souvent, ce sont des vases communicants. C'est-à-dire que très souvent, quand on arrive à faire une bonne com sur les réseaux sociaux, quand on arrive à intéresser un petit peu une communauté, eh bien, on arrive à susciter l'intérêt de journalistes qui vont, eux, font des papiers, ils vont faire des papiers un peu plus de fond et des papiers qui vont crédibiliser votre marque. Ça, c'est des vases communicants. Et il y en a qui passent aussi par les influenceurs, plutôt que par des journalistes. Ouais. Pour toi, c'est viable ou c'est complémentaire ? Ça dépend du produit, mais effectivement, il y a après, il y a influenceurs et influenceurs. Vous avez l'influenceuse qui, toutes les semaines, change de crème et vous dit que c'est extraordinaire. Bon, ben, on s'en fout. Et puis, il y a aussi des gens qui sont plus convaincus et plus concernés et qui sont prescripteurs avec un fort taux d'engagement. Et on revient au début de la discussion, c'est la relation de confiance qu'on a tissée avec son auditoire. C'est-à-dire à quel moment on vous croit. Et ces influenceurs-là, je pense, parce qu'il y a plein de genres d'influenceuses, mais si on prend des nanas qui sont extrêmement puissantes, quand je dis puissantes, c'est à un niveau que peut-être vous n'imaginez pas, mais une Véronica Loubry, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la patronne de l'influence sur les réseaux sociaux, et pourtant, elle a elle a 250 000 abonnés, ce qui est en fait, non mais comparativement à ce qu'on appelle des grosses influenceuses qui ont 1 million, 2 millions, ça n'a rien à voir. Et elle a un taux d'engagement extraordinaire. Donc, pour certaines marques, ça peut être payant. Il faut choisir sa cible et être à l'aise, surtout avec les gens qui vont vous représenter ou qui vont parler de votre produit. Tout ça implique de l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui demandent de l'argent. Il faut faire votre calcul, votre plan média. Est-ce que vous préférez investir dans un community manager qui va faire des vidéos sur votre produit ? Est-ce que vous préférez investir sur des influenceurs et payer pour qu'il y ait une prise de parole? Quelle prise de parole? Il faut aussi y réfléchir. C'est pour ça que je vous dis, il faut aller vous balader sur les réseaux. Pour pouvoir choisir, il faut connaître. Il faut savoir ce qu'il y a de proposé sur ces médias-là. Et je vous pose la question à tous les trois. Niel, tu disais, il faut avoir un budget, il faut s'entourer pour mettre en place une stratégie. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour bosser sa visibilité et lui demander de nous faire un plan média si en fait on s'y connaît pas et que c'est pas son domaine? Malheureusement, ils font tout, donc bientôt on va disparaître. Donc oui, ils feront bientôt des enfants. En vrai, oui, ça peut être aussi. Et puis bon, après, il faut bien aussi travailler ses prompts. Alors, si vraiment on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas d'autres solutions, oui, pourquoi pas essayer. Mais c'est vrai que nous, typiquement, on a Thomas qui s'occupe de ça. On a l'agence de Thomas qui le fait parce que c'est pas que Ils bossent avec l'IA. Ils font tout à l'IA. Non, ça se voit que non. Non, en fait, le truc, c'est que ça peut vous sortir des choses bien, puis vous connaissez votre histoire, vous savez, il faut mettre de l'émotion, etc. Mais le truc, c'est qu'il y a le réseau dans tout ça, et que la réalité aussi, c'est que eux, ils passent des coups de fil, ils connaissent des gens, puis il y a un art aussi d'écrire et de savoir comment est-ce qu'on va présenter ça à tel média, etc. Là, on a le festival C'est qui la bosse qui a lieu le 6 novembre, où nous serons tous les 4 d'ailleurs, enfin même 6. Voilà, tous les festivals C'est qui la bosse, il y a Sandra. Je vous invite à regarder, si vous n'avez pas regardé sur le site Festival C'est qui la bosse. On a une 30aine de conférences dans la journée avec des thématiques qui sont comme celle-ci et même des masterclass très précises où vous repartez avec des clés et des presses. Donc vraiment, je vous invite à regarder. Mais tout ça pour vous dire que on cherche toujours. C'est la 6e édition. On reçoit 800 personnes sur la journée. On a 70 speakers. Alors ok, c'est génial la première fois, la deuxième fois. Mais en fait, après,
après, pour qu'on continue d'en parler, on a besoin d'aller chercher la nouveauté. Et il y a des petites choses auxquelles ChatGPT il va pas forcément penser. Enfin, là, Adrien de l'équipe de Thomas, il m'a dit mais pourquoi est-ce qu'on fait pas un visuel? Tu me mets toutes les têtes des speakers, tu me les détours, etc. Tu vas voir, ça va pas. Et ces choses-là, je suis pas sûre que vous les fassiez ressortir par de l'IA. Donc oui, ça peut dépanner. Mais c'est quand même mieux de pouvoir avoir de vrais experts sur ça. C'est complémentaire. Quand j'ai posé la question sur l'IA, t'as fait... Non, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, ça bouleverse nos métiers, parfois dans le bon sens, mais il y a un truc, effectivement, tu l'as dit, que l'IA n'a pas, c'est le réseau de Sandra. Et ça, en fait, jamais, ça ne remplacera jamais l'intelligence artificielle. Si aujourd'hui, vous payez une agence, c'est notamment pour accéder à un réseau auquel vous n'avez pas. Par ailleurs, vous pouvez faire énormément de choses avec l'intelligence artificielle. C'est un super levier pour vous. Après, il y a une phrase qui dit shit in, shit out. L'IA, c'est pas, vous lui dites, écrivez-moi un post inspirationnel en relation avec mon produit et il vous sort un post. Ça ne marchera pas. Il faut travailler un vrai prompt. Il faut le challenger comme on challenge un consultant. Et il faut travailler, et l'édito, encore une fois, l'accroche du post, le visuel que vous allez faire, ce sera la clé du succès. Et ça, c'est un peu l'IA et un peu vous. Et d'ailleurs, pour rebondir, vous aurez jamais une Sandra Sisley qui vous appellera. Parce que vous avez les emails qui vont vous faire l'IA. Mais elle, là, elle nous appelle 4 fois par jour. Tant qu'on n'a pas répondu, elle appelle d'autres gens de l'équipe. Donc je peux vous dire que vous en parlez de la boîte qu'elle gère. Donc, je suis à l'ancienne, effectivement. Mais ça marche bien. Et puis tu le fais tellement. Enfin, il y a un art de faire ça aussi et tu l'as. Donc vraiment, ça remplacera jamais. Je le prends comme un compliment, mais chacun a ses qualités et son savoir-faire. Effectivement, l'IA, c'est génial. Ce que ça remplacera jamais, c'est notre humanité. Et donc, ça revient à ce qu'on disait au départ. Quelles sont vos spécificités? Quelle histoire vous voulez raconter? Et effectivement, un Thomas, une Niel, un toi, ben, il y en a qu'un seul. Après, il y aura du clonage. Ils ont cloné des brebis, mais on n'en est pas là. Donc, il faut effectivement travailler ces spécificités et ce qui fait qu'on est irremplaçable dans certains domaines par l'IA. Et puis c'est des métiers très compliqués, nos métiers, parce que ça reste des sciences non exactes. C'est-à-dire que globalement, bon, dans la banque, vous investissez ça, vous savez que à peu près ça vous rapporte 4%. Nous, il y a des moments où tous les feux sont au vert et où ça ne marche pas, et il existe l'inverse. Donc il faut faire confiance à la personne qui va prendre en main votre dossier, si vous avez un petit budget pour le faire. Faut nous laisser un petit peu de temps aussi, parce que on parle pas à des bots, on parle à des journalistes, on parle à des gens qui ont du goût, qui sont extrêmement sollicités. Donc il faut qu'on sollicite chez eux l'envie, la différence. Donc il faut du temps. Et on est de plus en plus impatient. Moi, la première, hein. Mais il faut du temps. Non, mais c'est vrai, il faut du temps pour installer une marque. Il faut du temps pour arriver à être crédible. Et parfois, même exploser trop vite, c'est pas bon, parce que vous n'êtes pas structuré, parce que vous vous êtes pas pris la porte qui va faire que vous aurez cette expérience de la chute ou de l'échec qui va vous rendre plus performant. C'est Churchill qui disait tomber 7 fois, se relever 8. C'est ça qui est important. Parce que dans tous ces combats et ces chemins de com et de business, parce qu'on est là pour parler de ça aussi, bon, on se plante. Sinon, c'est qu'on fait rien. Ça n'existe pas de tout faire bien. Et dans le temps, pétez pas en plomb parce que votre premier format de post n'a pas marché. Nous, on essaye toujours 5 fois. Mais c'est vrai, il faut que votre communauté, elle s'habitue déjà à votre format. Alors oui, vous allez le rechallenger. Et une vidéo, si dans les 3 premières secondes, on n'a pas compris de quoi vous alliez parler, les gens, ils scrollent. Donc vraiment, les 3 premières secondes, il faut qu'on ait compris de quoi vous allez parler, que vous ayez réussi à déclencher une émotion chez l'autre, et essayer à minimum 5 fois. C'est le fameux hook. Juste pour est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant que je pose ma dernière question ou pas? Ouais, alors je pose ma dernière question rapidement à tous les 3. Pour un entrepreneur qui démarre sans budget, quelles sont les premières actions RP que vous conseillez? Ouais, là, on répond à ça et après. Alors, un entrepreneur qui démarre sans budget. Quelles sont les premières? T'as déjà un peu répondu, mais les premières actions selon toi qu'il faudrait mettre en place. Alors déjà, il faut qu'il dorme. Déjà, il faut qu'il dorme un peu, qu'il s'arme de courage. C'est peut-être très con, mais c'est d'abord du taf. Donc il faut avoir les idées claires et connaître son projet et dormir un petit peu. Ensuite, il faut aller se balader sur les réseaux sociaux et voir ce qui se fait dans ton domaine d'activité. Essayer de reproduire ça un petit peu et ne jamais oublier quand on démarre que
parler avec des gens, ça vaut rien. C'est juste, enfin, ça vaut pas d'argent. C'est juste de l'implication et vous faire un peu violence pour sortir ou aller dans des endroits comme le festival de Niel, qui est génial, qui sont des plateformes de rencontres. Aller à la rencontre des gens, écouter, accepter qu'on vous donne des conseils, même si parfois les gens vous énervent, ça peut être notre cas, qu'on donne des conseils, et soyez à l'écoute, et surtout courage, parce que quand on y arrive, c'est quand même génial. C'est vrai. Complètement. Alors, c'était trois outils, c'est ça? C'est 3. Alors, moi, je vais placer d'un point de vue corporate, si vous voulez raconter votre histoire corporate dans les médias. Je dirais qu'il y a 2-3 trucs. Le premier, ce que je disais sur l'expertise, développer une expertise unique en France sur votre sujet. Je sais pas, vous avez un médicament dans la longévité, devenez l'expert de la longévité en France. Vous êtes patron France de Trade Republic, devenez l'expert de l'épargne en France. Vous avez l'une des meilleures agences RP de Paris, devenez l'expert sur les réseaux sociaux de ces sujets et apportez ce qu'on dit là, mais sur les réseaux sociaux. Donc déjà, le fait de devenir expert d'un sujet et d'être identifié comme tel, ça marche super bien. Et il y a plein de créateurs de contenu qui arrivent à percer dans les médias parce qu'ils deviennent experts. Jimmy Mohamed a commencé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est sur tous les plateaux de télévision. Donc, devenez expert. Ça, c'est le premier truc. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, les journalistes, ils ont 1 milliard de communiqués de presse par jour. Donc, ils veulent pas entendre ce que vous avez à vendre. Ils veulent entendre ce que vous pouvez raconter à leurs lecteurs. Ce qui est une logique totalement différente. Donc, le fait d'être expert sur un sujet, et les journalistes ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir des gens, les journalistes qui sont spécialisés sur vos sujets, auront besoin d'avoir des gens qui savent parler, qui sont vraiment experts. Et petit à petit, vous allez nouer une relation avec eux, puis prendre un café avec eux, puis devenir en fait celui qui est le référent du Figaro ou des Échos ou de Challenge sur des sujets en particulier. Donc ça, c'est premier élément. Deuxième élément, la tribune est un bon moyen, c'est écrire un texte intéressant avec un vrai point de vue en lien avec l'actualité si possible pour essayer de raconter quelque chose d'un peu audacieux avec un point de vue très différent. Et ça fonctionne. Les médias ont besoin, se nourrissent des tribunes. Donc les Échos prennent des tribunes, Décideurs prennent des tribunes, l'Opinion prend des tribunes. Donc il y a plein de manières de faire de ce point de vue-là. Le rebond d'actu, chose qu'on fait souvent, c'est-à-dire il y a une actualité, nous on dit aux journalistes, telle personne elle est assez experte sur ce sujet, il y a cette actualité, il peut en parler. Et en 10 minutes, vous pouvez déclencher un call avec un journaliste parce que vous avez quelque chose à dire. Et enfin, les nouveaux formats, les podcasts. T'en as fait, moi j'ai vu tes témoignages extraordinaires, et donc du coup je t'ai connu comme ça, et après je me suis intéressé à tes activités, mais il y a plein de podcasts, tu le disais, tout le monde lance des podcasts. Les podcasts, c'est un bon moyen de raconter son histoire, d'essayer d'atteindre des audiences, même si parfois elles sont petites, et de générer du contenu aussi sur les réseaux sociaux, parce que souvent ces podcasts sont filmés. Bon voilà, 3 trucs assez simples à mettre en place, qui coûtent pas trop d'argent, et avec lesquels vous pouvez peut-être utiliser même un peu d'intelligence artificielle pour booster tout ça. Surtout l'agence format, ça c'est très important. Il y avait des questions ici? Une question? Merci pour vous trois et aussi tout le monde d'avoir animé. Je trouvais ça vraiment très inspirant, très intéressant ce qui avait été dit. Et à un moment dans une prise de parole, tu as dit un truc qui a percuté chez moi. Pour percer dans les médias, il va falloir susciter une émotion au départ. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir l'identifier pour un combat ou alors une expertise peut-être. Et je me demandais en fait quelles pouvaient être la bonne émotion sur laquelle il était pas mal de se faire identifier avant de pouvoir parler de son expertise et de présenter sa solution et de raconter. Oui, c'est assez clair. Oui. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises émotions. Il faut juste qu'elles fonctionnent. Et c'est pas si simple. Nous, en tout cas, on sait que typiquement, en ce moment, dans le contexte actuel, ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Donc ça marche plutôt bien. Et d'un autre côté, tu as aussi, en tout cas, nous, ça marche très bien, c'est le sentiment d'indignation, c'est-à-dire de l'injustice, vraiment ce côté indignation. Il fonctionne très très bien. Donc si tu arrives à faire ressortir ça, alors c'est quoi l'activité que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Je suis sur la vie d'entreprise et la gestion des réseaux sociaux. J'ai des entreprises, pouvoir faire le relais
communication. Peut-être que tu as des, comme il disait Thomas, évidemment, s'il y a des choses avec l'actualité qui ressortent bien, tu peux peut-être essayer de tourner ça. De toute façon, quand tu regardes un peu les posts LinkedIn, tu sais, des gens qui ont des grosses commus sur LinkedIn, tu vas voir tout de suite sur leur hook, en général, tu vas trouver l'émotion. Après, vous me dites, vous, ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, mais que vraiment, il faut qu'elle fonctionne. Mais il y a des choses un peu universelles aussi quand on sait que l'humour, c'est quelque chose, quand on sait bien le manier. Et ça, en fait. Non, mais c'est vrai que l'humour est quelque chose qui nous rallie. Quand on arrive à rire ensemble. Ouais, mais c'est pas facile. Et en bien plus, sûr, il faut rester crédible. C'est touchy, il faut évidemment. Je dis pas se un mettre art une plume aussi. dans le derrière. Non. Mais je dis que le fait de susciter ce genre d'émotions qui nous colle en fait et qui nous soude, c'est effectivement intéressant. Maintenant, c'est vrai que si vous faites vous travaillez dans les pompes funèbres, bon, c'est compliqué d'avoir un discours drôle. Non, mais c'est surtout compliqué. T'as pas beaucoup. On connaît, genre Burger King, Monoprix. T'en as quelques-unes qui arrivent à le faire, mais je pense que c'est pas si facile et il faut le tenir. Faut que mais ça notre soit vraiment audience sur un fil, est de qualité. Ils vont y arriver. Voilà. Allez-y, posez. Merci. Je voudrais vous remercier pour la qualité de vos interventions et l'énergie surtout. Sandra, elle a une énergie. Nous, on est un peu à plat, là. Contagieuse, on va dire, son énergie. Ce que je voudrais savoir, moi, je pense qu'on est un public de créateurs d'entreprises. C'est deux choses. La première, à partir de quel moment, pour les plus de 50 ans comme moi aussi, on se dit, voici la limite entre ce qu'on veut garder privé et ce qu'on peut mettre public. Ma deuxième question, c'est, je pense que les créateurs d'entreprises ou les nouveaux entrepreneurs, des fois, n'osent pas pousser la porte de vos agences parce qu'on se dit que ça a un coût. Donc est-ce qu'on peut avoir une idée? Très bonne question. Très, très bonne question. Vous pouvez afficher la grille tarifaire, s'il vous plaît. Alors, on va comparer, alors. Mais les pieds dans le plat, mais comme ça... Non, mais alors, venez pousser nos portes avec plaisir. Pour info, je ne sais pas comment Thomas fonctionne, mais je sais qu'il est très cher. Voilà, très fort, mais très cher. Non, évidemment, je ne sais pas, en fait. On s'adapte. Mon agence, par exemple, on a des très gros clients qui me permettent de choisir de petits clients qui me plaisent ou qui vont avoir un projet qui m'éclate, où je vais tout à coup m'identifier, me dire... Ok, j'aurais bien aimé à ce moment-là, avec mes 1000 balles ou mes 1500 balles, qu'on me tende la main et qu'on est rentré dans une société comme ça. Alors, je dis pas qu'on fait du bénévolat, mais en tout cas, moi, ma société est suffisamment petite pour que je puisse gérer ça complètement seul et dire, ok, je sais que tel client m'assure un fonds de roulement important et on fait de l'humain d'abord. Donc, les coups de cœur existent. Après, il faut savoir où on est bon. Moi, il y a des domaines sur lesquels je suis absolument nulle et d'autres où je sais que je suis pas loin d'être la meilleure. Mais en toute simplicité. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de grille de tarifs. Et puis, vous vous doutez bien qu'on va pas vous dire alors le petit forfait pour le mois, c'est 3005. Non, enfin, c'est des choses. Non, c'est plus que ça. C'est pas des forfaits, on va dire, ce sont des forfaits qu'on adapte aux demandes. S'il y a de la création de contenu, s'il y a des RP, des relations publiques, si vous voulez qu'il y ait un live sur la page Sandra & Co, si vous voulez qu'on crée une stratégie de communication sur 3 mois, 6 mois. Donc tout ça s'adapte, mais moi je ne parle pas aux gens par rapport à leur budget. Je regarde d'abord le projet, les gens, l'envie, et ensuite on y va ou pas. D'ailleurs, et toi Thomas? Moi, tout ce que Sandra a dit est vrai, mais je vais essayer de vous donner des ordres d'idées qui ne sont pas ni mon agence ni la sienne, mais voilà. On va dire qu'un créateur d'entreprise peut trouver un bon free pour 1500 €, 2000 € par mois, voilà, pour faire des RP, des relations presse. 3000 € si c'est une agence petite. Et si vous avez une petite entreprise, et après, si votre entreprise grossit, qu'elle devient une start-up, une scale-up, etc., bah là, c'est des montants qui dépassent 5, 6, 7, 10, 15 000 €. Donc, on n'est pas là-dessus. Mais on va dire que pour un créateur d'entreprise, vous pourrez trouver un bon free pour 1500 €, 2000 € par mois. Faut pas envisager moins. Donc, c'est quand même un investissement.
Mais pour des créateurs d'entreprise, je pense que c'est... D'ailleurs, je vais vous dire, moi je vous conseille pas de passer, si vous venez de créer votre entreprise et que vous voulez faire des RP, forcément par une agence, mais plutôt peut-être par un free, parce que ça coûtera peut-être moins cher, il sera peut-être plus engagé, voilà. Mais ça dépend beaucoup. Et puis, mais par contre, c'est vrai que je pense que quand même il faut quelqu'un. Alors, les relations presse, c'est un vrai métier. C'est un vrai taf. On est un fusible important. On sait comment leur parler. On sait aussi encaisser des choses et dire des choses sur vous. C'est très dur de se vendre soi, de dire je suis formidable, mon produit est le meilleur. C'est quand même important d'avoir un porte-parole, en fait, tout simplement. Et puis quelqu'un qui peut entendre des choses que... Moi, je suis aussi créatrice d'une marque d'un autre côté. Et les critiques, c'est compliqué à entendre. Nous, quand on est relations presse ou relations publiques, on étouffe un peu les choses. On fait en sorte de vous amener le message d'une manière plus douce parce que on reste des petites choses fragiles quand il s'agit de nos produits et de l'investissement qu'on met dans sa société. Donc c'est de l'accompagnement aussi et on fait un peu enfin moi je sais que je parle beaucoup avec mes clients et on a une aventure humaine en plus de l'aventure professionnelle. Et pour finir, moi je disais comment percer dans les médias, c'est aussi du coup de base savoir se différencier. Donc faut oser aussi. Au pire vous prenez un nom. Donc aussi vous pouvez très bien aller dire je sais pas moi j'ai 800 €. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Est-ce que moi je peux pas dépasser ce budget-là? Est-ce qu'il y a pas un truc? C'est quoi la formule que vous pouvez me proposer? Et puis si eux ils croient en vous, peut-être qu'ils vont le faire parce qu'ils savent que dans 3 mois ils vont vous faire pimper votre truc et qu'après ils vous passeront à 1500, 2000, 3000, etc. Moi j'ai vécu avec que ça Oud, marche bien. J'ai des exemples précis, par exemple Oud, qui est une marque de vêtements que j'ai lancée. Quand la créatrice vient me voir, déjà elle est tellement mignonne et elle me dit voilà j'ai pas d'argent, voilà ma marque. Venez pas me voir tous avec un gâteau au chocolat ou un Kinder, hein. Mais en tout cas, c'est un exemple que j'ai vécu. Elle avait vraiment quasiment pas de budget. Elle m'a montré son catalogue. J'ai trouvé que les vêtements étaient complètement fous. On a fait un deal, si en 3 mois ça marche pas, on a fait une cote mal taillée et aujourd'hui c'est Oud. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas, si vous connaissez pas, c'est faut que je continue à bosser. Mais ça cartonne et elle est sur tous les tapis rouges et donc il existe de jolies histoires comme ça. Mais c'est vrai qu'il nous faut un minimum, un forfait minimum pour enclencher. Puis après on peut faire des paliers aussi. La première question, c'était entre ce qu'on expose et ce qu'on garde. Moi, je n'en ai aucune. Non, mais c'est vrai que c'est à vous de la fixer. C'est à vous de la fixer, la limite. Par contre, c'est vrai que plus vous faites de perso, ça c'est sûr, plus ça marche. Enfin, à un moment donné, il faut un peu se dévoiler. Quand je dis du perso, c'est pas donner le prénom de sa femme ou de son conjoint. C'est pas forcément ça, mais raconter un peu son histoire personnelle pour donner aussi envie et donner un sens à ce que vous lancez. Sinon, c'est la tâche. Exactement. En fait, c'est. Quand on a des enfants, mes enfants ils sont sur les réseaux, ils cartonnent, mais j'ai peur moi d'entacher leur image. Alors ça, c'est le truc d'après. C'est comment élever ses enfants sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est à 17h. C'est avec le docteur Jimmy Mohamed. Oui, alors moi je pense que ça fait bien la transition avec le côté perso. Je pense qu'il y a un juste milieu. Moi en fait je suis vraiment allée dans le témoignage de ma vie perso parce que j'ai vécu des choses assez lourdes et j'en suis sortie vivante. Et en fait aujourd'hui j'aimerais transmettre en fait ce que j'ai vécu pour pas sauver parce que c'est pas moi qui sauve, mais en tout cas pour accompagner et aider des personnes qui passent par ça. En gros je vais résumer en 1 minute. Fin 2020 j'ai eu un burn-out. Début 2021 j'ai divorcé de mon ex-mari et puis j'ai perdu ma grand-mère paternelle. Mon père est allé l'enterrer, il est jamais revenu, il est décédé sur place. Et en parallèle je suis tombée dans une escroquerie avec un violoncelliste croate que j'ai rencontré sur YouTube, une histoire surnaturelle, où j'ai perdu 112 000 €. Environ 35 virements. La police m'a dit il y a Sony Music derrière. En gros, on peut rien faire. Ils ont plus de poids que vous. J'étais comme en fait envoûtée. On m'aurait dit 6 mois avant, tu vas lâcher 112 000 €. Il y avait 44 000 € de mes économies perso. Ma mère a mis 60 000 €. L'une de mes sœurs 8 000 €. En fait, j'ai emmené toute ma famille dedans. Et au moment en fait où j'ai découvert que c'était une escroquerie, parce que vraiment tout s'est enchaîné, tout ça en moins de 7 mois, de fin 2020 à mai-juin 2021. Quand j'ai découvert en fait que c'était une escroquerie, ils me faisaient croire qu'ils m'aimaient, qu'ils voulaient se marier avec moi.
moi, enfin, évidemment, arnaque au sentiment. Mais c'était tellement réel, en fait, c'est comme si la personne avait hacké mon cerveau. Honnêtement, aujourd'hui, je peux en parler parce que j'ai été guérie, restaurée. Vous m'auriez vu en 2021, j'étais comme morte. Vraiment. Donc, à ce moment-là, quand mes yeux se sont ouverts, j'ai voulu me suicider. Je voulais mourir. Parce que tout s'était enchaîné. En fait, j'avais perdu financièrement, ma famille aussi, parce qu'ils se disaient, mais elle nous a mis dans un truc. Parce qu'en fait, j'avais rien pour les rembourser. À moi-même, pas. Et en fait, quand, du coup, la bonne nouvelle, ça c'est les ténèbres, mais j'ai une bonne nouvelle. Je résume parce que je pourrais en parler des mois sans m'arrêter. C'est que dans un rêve, j'ai vraiment rêvé, j'ai vu une grande lumière qui m'a ébloui dans un rêve, c'est très surnaturel. Et j'ai entendu dans la lumière, Christelle, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Et en fait, du jour au lendemain, ma vie a totalement été transformée. Christelle, il faut que vous écriviez votre histoire. Parce que j'ai écrit mon livre, fin 2024. Je le savais. J'ai écrit mon livre. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais je vous assure que mon livre, déjà, je le conseille pas à tout le monde. Je vais pas être la personne qui va promouvoir mon livre pour une raison simple. C'est fait pourtant. Oui, et en fait, je sais pas le promouvoir, mais en fait, il est tellement... Parce que ça, c'est un extrait, parce qu'à l'âge de... Je veux pas vous faire du mal, mais... Ouais. Faut pas que je spoil Christelle, vous êtes pas bonne en com. Faut qu'on l'achète. Faut pas connaître la chute. Oui, voilà, faut pas connaître la chute. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai quitté le 11 septembre, jour chargé en émotions. J'ai quitté mon poste d'ingénieur et pour me mettre, on va dire, à plein temps entre guillemets dans l'activité de coaching, sachant que j'avais essayé de la développer quand j'étais en plein burn-out, donc elle avait évidemment pas fonctionné. Donc j'y suis revenue maintenant. Mais là, en fait, je veux vraiment faire quelque chose d'authentique. Et pas que du coaching, parce que je pourrais faire du coaching carrière, entrepreneur comme tout le monde, mais là je veux le faire de cœur, vraiment guérison du cœur, mais en mode toutes les clés que moi j'ai développées. Christelle, quelle est la question? Et la question, en fait, c'est comment, par exemple, tout ce qui touche le cœur, vous voyez, un médecin, il va guérir des choses visibles, on va voir avant-après, mais en fait, la guérison du cœur, moi, celle que j'ai reçue, en tout cas moi, c'est spirituel. Comment on dit à quelqu'un, comment ça se vend, entre guillemets, même s'il faut pas vendre, mais comment on expose ça, voilà. Et là, il faut que ça soit positif. Pardon, je vous coupe parce qu'on a envie de discuter avec vous, Milan, mais on est nombreux. En fait, la réalité, c'est qu'il faut faire ce qui vous fait du bien. C'est-à-dire qu'avant même de parler aux gens, c'est vous avez besoin de parler. Ça se sent. Donc, la chance que vous avez, c'est que vous êtes la maîtresse de votre contenu. Donc, c'est vous qui décidez de quoi vous parlez et de ce qui vous fait du bien. Si ça prend pas, peut-être faudra parler d'autre chose, mais j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal de thèmes à aborder. Donc, vous avez le thème de l'abus, le thème, enfin, on est quand on balaye, je plaisante évidemment en prenant très sérieusement ce que vous me dites, mais il faut essayer d'avancer. Et effectivement, c'est vous qui savez ce dont vous avez envie de parler et ce qui vous fait du bien et surtout ce qui parle aux autres. Donc la limite, c'est de pas non plus se servir de ces douleurs pour essayer de forcément solliciter l'empathie ou la pauvre. Pas d'apitoiement. Donc faut qu'il y ait un message, il faut que ça vous serve et que vous avez fait un livre, c'est génial. Et puis peut-être une série Netflix, qui sait. Voilà. En tout cas, il faut adapter son propos à ce qui fait du bien parce que ça peut être meurtrier, les réseaux sociaux. Moi, j'ai vécu des bad buzz. Bon, c'est pas très grave, mais il faut quand même être un peu solide et centré pour traverser ça, parce que là, on parle des moyens de communication, mais il faut savoir que de temps en temps, vous pouvez vous prendre une tarte. On pense bien faire, on dit. Moi, je me souviens, je vais pas être longue. Un jour, j'avais fait un post en maillot de bain avec un pot de Nutella sur une valise, pensant qu'il allait avoir des remarques sur le maillot, en me disant oh t'es belle. J'étais un peu fière. Moi, je me suis fait défoncer et traiter de tueuse d'orang-outan. Donc je dis quel rapport avec moi en maillot de bain. Enfin voilà. Enfin tout à coup, j'étais pourtant très bien épilée. Et en fait, c'était le pot de Nutella. Donc fait avec l'huile de palme qui tue les orang-outans. Donc faut aussi vous attendre de temps en temps à des choses que nous on n'a pas anticipées, voyez. Mais il y a toujours une petite bébête à aller chercher. Bref. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Je sais pas si on a le temps de prendre une autre question. Ah, on a le temps ? Super. Est-ce que vous pouvez faire... Super, ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est juste que je voulais vous remercier toutes les deux parce qu'au début de mon aventure entrepreneuriale, j'étais à C'est qui la bosse totalement par hasard. Et je me souviens de toi, Sandra, qui était sous une bulle
la pluie. Je sais pas si tu te souviens, De neige, il pleuvait une des bulle cordes. de- Ah bah oui, oui. C'était assez compliqué. Mais c'est à la caserne, c'est ça? Et je me suis retrouvée là totalement par hasard. J'étais sous la pluie, ouais. Enfin, c'était un truc. J'imagine. La bulle était remplie et je t'ai trouvée tellement inspirante qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là, je pense. Tu fais partie, voilà. Donc, en fait, je savais même pas que tu allais être là. J'ai vu juste là sur le programme C'est qui la bosse. Je me suis dit, mais c'est dingue, encore là, C'est qui la bosse par hasard. Donc, je suis allée et quand je suis rentrée, je t'ai vu, je me suis dit, mais oui, c'est toi. Et du coup, si j'ai une veste de costume aujourd'hui, c'est grâce à toi aussi parce que je t'avais trouvée très inspirante à l'époque par rapport à ça, la classe de l'entrepreneuse, vraiment. Merci Et donc, beaucoup. c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une suggestion, parce qu'à l'époque, quand j'avais découvert C'est qui là-bas, j'ai trouvé ça hyper chouette. Moi, je suis vidéaste pour les entrepreneuses en particulier, donc j'aimerais beaucoup bosser, si je puis me permettre l'expression, avec vous, ou trouver, ou discuter avec vous par rapport à ça, Ok. parce que voilà, c'était très, très inspirant, vraiment. Merci beaucoup. Ouais, la prochaine fois, je veux tout le monde à poids. Hein. Tout le monde avec une veste à poids. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour cette énergie et pour cette conférence. Je me permets juste, avant de poser ma question très rapidement, je bosse dans les médias et donc je voudrais juste insister sur l'importance. Moi, j'ai été programmateur, donc j'ai reçu tous vos communiqués, etc. Et j'ai reçu des communiqués aussi de personnes qui ne passaient pas par des agences. Et franchement, ça donne pas envie. On n'a pas envie parce qu'en fait, derrière nous, on a une audience, on a un public. Et en fait, on ne peut pas prendre le risque de prendre quelque chose qui ne nous parle pas. Déjà, c'est la première chose. Moi, ce que je voulais savoir, donc du coup, j'ai un peu trahi d'où je viens parce que je monte un média aussi. Et je voulais savoir, principalement, à quel moment on peut se sentir légitime de passer la porte d'une agence quand on crée une entreprise. Bah, à partir du moment où tu la Ouais. crées, enfin, Ouais, mais légitime. Après, là, on le décide. Moi, très souvent, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, mais je le foutais dans ma valise très rapidement. Je me disais, bon, bah, au pire, qu'est-ce que je risque? Je repars de là où je viens. Bon, ce sera pas le pire. Donc, il faut y aller et pas avoir peur de se planter. Et puis, c'est un échange. Et on n'est pas des monstres. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Parce que je parle beaucoup. Non, mais moi je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je pense que, on vit ça dans les agences, c'est qu'il y a des petites boîtes, mais qui ont un tellement beau sujet que ça peut prendre très très bien, et des très grosses boîtes qui, même si elles sont très grosses en chiffre d'affaires, etc., n'ont pas grand-chose à raconter. Donc c'est pas forcément qu'une question de taille, c'est aussi une question d'intérêt du sujet. Non, je t'en prie. C'est aussi une question d'intérêt du sujet. Et voilà, nous on accompagne une marque qui s'appelle Fier, qui est une marque qui s'appuie sur les personnes en situation de handicap pour faire des produits géniaux, super, très très bons. Eux, c'est très facile de les placer dans un média, pourtant c'est une petite boîte. À côté de ça, on accompagne Intermarché, parfois c'est plus difficile de placer Intermarché que cette boîte. Donc c'est une question d'objet aussi. Si l'histoire elle est belle, tout à l'heure, tu nous racontais une histoire assez bouleversante. Peut-être que tu peux contacter Légende de Guillaume Play et la raconter ton histoire. D'accord, très bien. Voilà. Ça va te coûter cher. Merci beaucoup Thomas, à toutes et tous. Oui, merci. Ouais. Je voulais revenir juste sur le sujet, sur l'authenticité. Sandra, elle a dit que voilà, ton authenticité, ça t'a coûté parfois cher. Ça a été le cas pour moi aussi. C'est juste que parfois, ça nous ferme des portes pour nous ouvrir les bonnes portes. Donc, c'est pas forcément quelque chose de mauvais d'être soi-même. C'est très, Ça très dépend bon. qui on est, oui, effectivement. Parfois, moi, je me fatigue. Hein. Mais oui, vous y gagnerez toujours sur le long terme, je pense. Ça nous permet de nous rapprocher de personnes qui nous ressemblent. Et, Et voilà, puis, de cibler, je pense que l'authenticité permet aussi d'ouvrir le débat. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais si on sait qu'on est sincère, moi, je ne demande que ça, en fait, à apprendre des autres qui ont un autre point de vue, une autre vie, une autre manière de voir. Et si vous êtes droit dans vos bottes, on marchera bien ensemble. C'est ça qui se passe. Merci beaucoup, Sandra. Ah, non, c'est tout bon? Non, j'allais dire Sandra, Niel, Thomas, merci beaucoup pour vos interventions du jour. On peut Merci les applaudir. à vous tous, merci. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Ça prouve que l'humain a encore sa place et on vous souhaite bon courage dans la suite de vos activités. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.